Mais comment ça se fait que tant de courants qui ne sont pas islamiques ou qui ne sont même pas musulmans se rattachent au palestinisme et aux Palestiniens? Eh bien parce qu'au cœur de cette idéologie, à la base fondamentale de cette idéologie, il y a quelque chose qui n'est pas purement musulman, qui n'est pas purement islamique, qui est cette théorie du complot des Juifs contre l'islam. Et c'est pour ça qu'on a des personnes qui, dans les années 60, dans les années 80, dans les années 2000, vont agréger de nouvelles idéologies qui vont se rajouter à l'idéologie du palestinisme. À l'époque où les mouvements de pensée ont libre cours sur les réseaux sociaux, eh bien, ils ont influencé, et Israël en sait quelque chose, les politiques, les médias. Et nous avons décidé aujourd'hui de mettre à l'honneur un livre qui dénonce ces phénomènes, ou en tout cas l'imposture, c'est comme ça qu'ils en parlent, du palestinisme. Ce livre, c'est le livre noir du palestinisme. C'est un ouvrage, on va dire, collégial. Et pour en parler, nous avons Yitzhak Atia, qui a été en charge, on va dire, de réaliser ce livre, de mettre, on va dire, en lumière, tous ces spécialistes de ces questions. Un livre étonnant qui fait l'état des lieux de la situation. Yitzhak Atia, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va citer également André Darmon, puisque c'est ensemble que vous avez, on va dire, commis cet ouvrage, je peux dire ça comme ça. Alors, on va commencer juste avec le titre, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Le palestinisme, ça veut dire quoi ? Alors, le palestinisme est un terme qui est en usage depuis une cinquantaine d'années, mais qui commence simplement à émerger dans le grand public. Le palestinisme, c'est une idéologie qui date de 1917, en même temps que la déclaration Balfour, et qui est une idéologie très, très complexe sur plusieurs strates et plusieurs années. Une idéologie génocidaire qui consiste à qui consiste à empêcher la création de l'État d'Israël, et une fois que l'État d'Israël, à le supprimer. Et donc, c'est une idéologie qui est en face d'un pseudo-nationalisme. C'est-à-dire qu'en face de cela, dans le discours public, il y a longtemps eu l'appellation de cause palestinienne, comme il y avait la cause des différentes émancipations nationales, et la volonté de faire croire ou de montrer par le vocabulaire ou par les images, par le Fedaïn révolutionnaire avec son kéfier, etc., qu'il s'agissait d'une cause nationale, d'un mouvement national. Un mouvement de libération. D'un mouvement de libération nationale, exactement, pour créer un État. Et donc, on a, remis le terme de palestinisme qui est maintenant de plus en plus accepté, parce que les gens de plus en plus comprennent qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de libération nationale, point. Il ne s'agit en aucune manière, même s'il y a des populations civiles, même s'il y a des femmes, des bébés, des enfants, des vieillards, des hommes, des jeunes gens, il ne s'agit pas d'un mouvement de libération nationale, il s'agit d'une idéologie utilisant des populations et utilisée par ces populations. C'est-à-dire que ce n'est pas la population arabe de Judée, Samarie et de Gaza n'est pas simplement instrumentalisée par cette idéologie, elle est partie prenante à 100% de cette idéologie, et cela, on va dire depuis 1917, mais de plus en plus à partir des années 80. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose, on va partir de faits, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'État palestinien. En préparant l'émission, on a vu que 150 représentations dans le monde existent, que ce soit des ambassades ou pas, qui représentent, on va dire, les Palestiniens, alors que légalement, entre guillemets, même s'il y a eu quelques reconnaissances, notamment la France, il n'y a pas d'État, parce qu'on sait qu'en droit, pour avoir un État, il faut une langue, il faut un territoire et il faut un peuple. Et là, ça bug un peu. C'est moins qu'on puisse dire. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, quoi. Oui, ça bug. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout les critères nécessaires pour faire un État. Exactement, ne sont pas réunis. Je dirais que moi, je déteste le juridique parce que d'abord, ce n'est pas mon domaine et parce que de plus en plus, le juridique devient idéologique.
Donc, moi, je m'intéresse à l'idéologique. Et dès qu'on apporte le juridique comme une sorte de principe de vérité, il y a quelque chose à voir, à vérifier. Mais je dirais simplement... Ça, c'est quand même un fait qui on peut pas... Je dirais simplement que dans les critères, je m'attache à un seul critère, le territoire. On ne peut pas créer un pays sur le territoire d'un autre pays sans l'accord de ce pays, cet autre pays. C'est absolument impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger la France... En fait, c'est ce qu'ils revendiquent. Pardon ? C'est ce qu'ils veulent. On ne peut pas obliger la France de créer la Corse comme pays, ni la Bretagne comme pays, ni d'autres parties de la France. Mais eux ne réclament pas une partie du pays. Ils réclament tout du fleuve à la mer. Voilà, du fleuve à la mer. Donc c'est absolument... Déjà, si on s'en tient à ce simple critère de réclamer le territoire pour remplacer un pays par soi-même, on voit que non seulement c'est impossible, je vous rejoins sur le plan juridique, mais sur le plan moral. Donc pour vous, le palestinisme, c'est clairement afficher la volonté de détruire l'État d'Israël. De détruire l'État d'Israël et de supprimer son peuple. C'est affiché comme cela depuis 1917, quelques semaines après la déclaration Balfour de novembre 1917, par un club qu'on appelle le Club arabe, qui est présidé par Amin al-Husseini, et qui, dès le départ, dit « Il n'y aura jamais d'État de juifs ici. La déclaration Balfour est nulle et non avenue. » Et à partir de ce moment-là, tout va s'enclencher, mais pas s'enclencher de façon linéaire. Il y a des façons chaotiques et des façons qui vont se surajouter. Et notamment, il va y avoir, en 1917, en même temps que la déclaration Balfour, qui est, on va dire, un micro-événement. Pour nous, c'est capital, mais pour le monde, c'est un micro-événement. Un événement cataclysmique au même moment, qui est la chute de l'Empire ottoman. 400 ans d'Empire ottoman, en 1917, tombe. Et cette chute de l'Empire ottoman va ouvrir la boîte de Pandore du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est sous une chape pendant 400 ans. On parle de l'islamisme, on parle de la réactivation du djihad, etc. C'est là que, à partir du moment où l'Empire ottoman va tomber, alors c'est là que va se créer, on va dire, la chute abyssale de l'islam, puisque les Turcs vont abolir le califat, vont abolir le djihad, donc c'est la chute abyssale. En 1924, il n'y a plus d'islam, pratiquement, enfin, entre guillemets, et en 1928, de cette chute abyssale, va naître ce qu'on appelle les frères musulmans, qui est la réactivation, le renouveau islamique que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, et qui va être, si vous voulez, alors c'est quelque chose qu'on croit connaître. L'Europe, les États-Unis commencent à se rendre compte que ça existe, ces fameux frères musulmans. Ils pensent que c'est simplement une réislamisation des sociétés musulmanes et le djihad contre l'Occident. Mais en réalité, dès la création en 1928 de ces frères musulmans, il s'agit d'une véritable idéologie, le frérisme, qui porte en elle, en son centre, quelque chose de très intéressant pour nous les Juifs, la théorie du complot. C'est-à-dire la théorie du complot des Juifs contre l'islam. Les Juifs ont fomenté depuis Mahomet jusqu'aux sionistes un complot contre l'islam. Mais ça, évidemment, c'est monté de toutes pièces. Bien évidemment. Voilà. Ça, c'est monté de toutes pièces. Le premier mensonge, on va dire. Le premier mensonge de base, mais le premier mensonge documenté par le Coran et par toutes sortes de... C'est-à-dire, c'est ce qui fait une idéologie, c'est-à-dire c'est une réexplication de l'histoire du monde par rapport à cette théorie, fausse au départ, bien entendu, mais qui permet de réexpliquer tout. Et qui, malheureusement, a fait des petits. Qui a fait de petits, mais surtout, c'est quelque chose de très important à comprendre, parce qu'on se dit, mais comment ça se fait que tant de courants qui ne sont pas islamiques ou qui ne sont même pas musulmans se rattachent au palestinisme et aux Palestiniens? Eh bien, parce qu'au cœur de cette idéologie, à la base fondamentale de cette idéologie, il y a quelque chose qui n'est pas purement musulman, qui n'est pas purement islamique, qui est cette théorie du complot des Juifs contre l'islam. Et c'est pour ça que on a des personnes qui s'agrègent et qui vont après, dans les années 60, dans les années 80, dans les années 2000, vont
agréger de nouvelles idéologies qui vont se rajouter à l'idéologie du palestinisme. Alors, c'est un livre, on va dire, qui fait du clair et qui reprend les faits avec toute une flopée de spécialistes, chacun en fonction de leur sujet. On va essayer de les citer, alors peut-être pas tous, mais Pierre-André Taïeb, spécialiste de l'antisémitisme. Je pense aussi à Ephraim Herrera, alors lui qui est un orientaliste, on peut dire ça comme ça, de renom. Enfin, André Darmon qui est journaliste, Brigitte Hulmeau-Blia, Yeshua Sultan, Yves Mamou, Catherine Stora, Léon Rosenblum qui est avocat et qui est bien sûr intéressé par ces questions depuis des décennies. Comment vous avez procédé pour constituer cette équipe et comment vous vous êtes organisé pour écrire le livre ? Alors, en fait, l'idée, c'est la suivante. C'est que, comme il s'agit d'une idéologie génocidaire, à but exterminatrice, dans un génocide, il y a 3 parties. Il y a la partie d'intention, il y a la partie de mise en place et il y a la partie d'exécution. L'intention, la mise en place et l'exécution est différente de tous les autres émeutes, guerres, luttes, etc. Dans le génocide, il y a des particularismes. Donc on a fait ces 3 parties. On a fait la partie de l'intention, la partie de l'organisation et de la partie de la réalisation. Oui, parce que le terme génocidaire apparaît tout au long du livre. Vous l'expliquez dans tous les sens. Oui, bon, c'est un peu ma formation, puisque j'ai travaillé 30 ans à Yad Vashem. Sémiologue et vous êtes en plus, sémiologue. je suis sémiologue, donc les mots sont importants. Alors, donc, il y a une première partie qui s'intéresse à l'intentionnalité, et on a demandé à des spécialistes, période par période, de 1917 à 1948, de 48 à 62, de 62, etc., période par période, d'étudier dans les textes arabes ou dans les textes russes, dans les textes de propagande, d'étudier l'intentionnalité génocidaire en clair, quand elle est exprimée en clair. Et donc, on a une première partie de ces 4 premiers chapitres qui parle donc de cette intentionnalité et qui donne aux lecteurs les textes mêmes auxquels ils peuvent se rapporter. La deuxième partie, c'est la partie de l'organisation. Comment la société arabe de Judée-Samarie et de Gaza organise ce génocide. Et là, on voit clairement qu'il ne s'agit pas du tout de nationalisme. On voit clairement qu'il s'agit d'une entité terroriste. Vous comprenez ? On parle de l'autorité... Je vous donne un exemple. On parle de l'autorité palestinienne. Depuis 1993, l'autorité palestinienne. S'il s'agissait de la formation d'une nation, on parlerait d'élections. Vous comprenez ? Quand vous avez une association, vous avez des élections. Quand vous avez un Vad Baïd, vous avez des élections. Quand vous avez un groupe humain, vous avez des... Là, il y a eu 2 élections à vie du président, c'est-à-dire Yasser Arafat et Mahmoud Abbas, à vie. Et les 2 élections législatives qui ont suivi ces 2 élections, la première, c'était une fausse élection, il n'y avait qu'un parti, le Fatah, le Hamas a boycotté. Et la deuxième, où il y avait le Fatah et le Hamas, a abouti sur une guerre civile. Et donc, au lieu d'avoir 2 partis politiques, il y a eu un Hamas-land à Gaza et un Fatah-land en Judée-Samarie. Donc, ce fonctionnement de la société arabe montre qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit vraiment d'une entité terroriste, et on le montre dans les familles, comment c'est organisé dans les familles, dans l'éducation, dans les médias, etc., etc. Et ça, c'est l'aspect de la mise en place. Et donc, on a fait intervenir là plutôt des journalistes ou des historiens par rapport à cela. C'était moins des linguistes, moins des orientalistes. Et la troisième partie, c'est la partie de la réalisation d'un génocide qui cache son nom sous terrorisme, dont les victimes n'ont pas conscience qu'elles sont victimes d'un génocide par étapes, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire nous. Et on a fait un calendrier perpétuel des 500 attentats qu'il y a eu de 1968 jusqu'à la veille du 7 octobre 2023. Ouais, ça, c'est vraiment bouleversant parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on passe d'un attentat à l'autre et on oublie parfois les noms. Mais là, ils sont gravés dans ce livre-là. Il y a les blessés, les noms des victimes, attentat par attentat, où ça s'était passé, etc. Et c'est vrai que ça nous replonge dans une histoire moderne qu'on a tous vécue pour ceux qui étaient en Israël depuis cette époque-là. Bah, ça fait un peu froid dans le dos, faut bien le dire, mais c'est pourtant notre réalité. Écoutez, voilà, je reste sur le mot, c'est notre réalité. Ça fait froid dans le dos parce qu'on ne veut pas s'en rappeler. Exact. Et c'est notre réalité parce qu'on veut la nier, cette réalité. Et notre réalité, c'est de nier cette réalité. C'est-à-dire que pour exister, on ne peut pas supporter que depuis
nous, on est parti en 68, mais presque depuis le début, on vit dans un environnement qui a nié notre existence et qui fait tout pour nier notre existence. On ne peut pas le supporter. Sur le plan psychanalytique, c'est presque compliqué. Un déni. Alors, ça peut aider de nier quelque chose, mais ça peut aussi aider d'en prendre conscience. Quand il s'est passé le 7 octobre 2023, ce qui s'est passé ici, sans même rappeler de ce qui s'est passé, on peut se dire, est-ce que vraiment, je pose juste la question, est-ce que c'est plus productif de nier notre réalité et de continuer à vivre en la niant, ou bien faut-il nous faire froid dans le dos et ouvrir nos yeux sur les réalités? Voilà, je pose ça. C'est le but de ce livre-là aussi. Oui, le but de ce livre, enfin parce que je vous dis un peu, nous pensons la deuxième option. Nous pensons que l'option, ce n'est pas de continuer à fermer les yeux, mais de se réveiller. Alors, c'est drôle parce que le mot « se réveiller », c'est un mot qui veut dire en anglais « walk ». Réveillez-vous. Et donc, vous savez, les mots, ils sont toujours à double tranchant. Mais je pense que l'aspect du réveil et de la prise de conscience est un aspect absolument indispensable. Je l'ai étudié de près au niveau de la Shoah, par rapport à la Shoah, comment à un moment donné, il y a eu dans les ghettos, ou précisément dans le ghetto de Vilna, une prise de conscience de l'extermination. Elle n'a pas eu lieu avant. Avant, on pensait que c'était la guerre, c'était les contre-coups, c'était la suite de l'antisémitisme. On ne savait pas, c'était du flou. Dès qu'il y a eu cette prise de conscience... Les choses ont changé. Alors, en quoi les choses ont changé? Les Juifs sont morts debout. Et donc, sont quand même moins morts. Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pu éviter la Shoah. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pu avoir une force qui pouvait aller contre le nazisme, puisque ce sont les Alliés qui ont vaincu. Mais ils ont résisté. Et le fait de résister, ça leur a donné une santé mentale et une survie étonnamment. C'est-à-dire le fait de se mettre en danger de mort. Parfois, l'espoir... Mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que le fait de résister, c'était... Va devant le feu de l'ennemi. C'était ça, le fait de résister. C'est-à-dire, ne te laisse pas déporter. Au moment des déportations, la résistance a commencé dans le ghetto de Varsovie, au moment des déportations. Au lieu de te laisser aller en espérant, et donc d'espoir en espoir de mourir, fonce vers le feu. Et là, il y a une chance. Il y a une chance de survivre, malgré tout. Donc, c'est ce qu'Israël est en train de faire? Oui, je crois que la prise de conscience, c'est de dire, si tu as décidé que tu ne vas pas survivre à tous les prix, mais que le prix, c'est de te réveiller et d'exister, c'est bizarre de faire cette différence entre vivre et exister, survivre et exister. Je crois qu'à un moment donné, il faut exister. Et c'est ce qu'Israël doit faire. Israël peut vivre, mais exister de moins en moins. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1967 jusqu'au 7 octobre. Israël a continué de vivre, très bien d'ailleurs, sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan soi-disant diplomatique. En fermant les yeux sur la réalité. En fermant les yeux sur son existence. Et ce qui compte pour un pays, et surtout ce qui compte pour le peuple d'Israël, il faut comprendre ça, c'est d'exister, pas de vivre ou de survivre, c'est d'exister. Donc voilà, ce livre se présente aussi non seulement comme une somme et comme vous avez dit tout à l'heure, une sorte de bilan total, mais aussi comme un réveil pour ce qui va se passer dans les années à venir. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez rejoindre Itra Katia et André Darmon qui seront présents au Salon du Livre avec quelques auteurs, j'imagine, qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage. Ce sera le 4 janvier, dimanche, au 10 Mekor Chaim à Jérusalem, dans la synagogue d'Éric Belaïch, pour ceux qui connaissent, à partir de 18h. Si vous avez envie d'acheter le livre, on mettra quelques détails sous la vidéo. Vous cliquez sous la vidéo, vous aurez un petit texte avec les coordonnées. Et
Et puis, bien sûr, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y aura de nombreux auteurs qu'on apprécie, des auteurs francophones, puisque c'est un salon du livre destiné aux lecteurs francophones. Il y aura Valérie Abécassis, Béni Boré, David Chawat, Richard Darmon, Gabriel Lalouf. Il y aura Rachel Chalita. Enfin bref, il y aura beaucoup de monde. Raïm Musican aussi sera présent. Et puis, pour ceux qui aiment la musique, il y aura aussi Chirel. Bon, bref, il y aura une belle animation musicale avec des violonistes aussi. Donc, profitez-en. Lundi 4 janvier, allez-y, ne ratez pas ce beau moment de partage. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'ouvrage. Et puis, j'espère qu'ils seront nombreux à le lire. Merci beaucoup.